Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous écoutez sur FM+, 88.9, c'est la fréquence de notre radio, ou qui nous écoutez et regardez sur kmttélévision.com, c'est notre site internet, vous qui nous regardez également en France sur Télé Antilles, bonsoir et bienvenue dans cette émission 100% politique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur François Asselineau. Monsieur François Asselineau est le président d'un parti qui n'est pas implanté en Martinique, mais qui pourrait l'être, sait-on jamais. Ce parti s'appelle l'UPR et ça signifie l'Union Populaire Républicaine. Monsieur Asselineau, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien. Est-ce que je peux vous reprendre un tout petit instant? Oui. Nous sommes implantés quand même en Martinique, puisque nous avons 25 adhérents. Et ce qui est vrai, c'est que c'est une implantation récente et que nous ne nous sommes pas présentés aux élections régionales dernières, mais on s'était présentés aux élections européennes en 2014 et on avait eu une liste en Martinique comme dans l'ensemble de l'Outre-mer. C'est d'ailleurs dans l'ensemble de l'Outre-mer que nous avions fait le meilleur score national. On avait fait 0,9% des suffrages au niveau de l'Outre-mer. Avec d'ailleurs, c'était, excusez-moi de parler de vos voisins, mais c'était en Guadeloupe et en particulier à la Désirade que nous avions fait le meilleur score national avec 37% des suffrages aux élections européennes. Il y avait eu une forte abstention, mais on avait quand même eu ce plaisir. D'accord, merci beaucoup pour ces informations. J'aurai le plaisir de vous interviewer aujourd'hui en compagnie de Raphaël Dufour. Raphaël, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Très bien, merci. Place à la jeunesse, je vous laisse donner de la voix. Alors, Monsieur Asselineau, je vais vous parler d'actualité. Vous êtes sans doute sans ignorer qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de la réforme probable de la loi du travail, la loi El Khomri. Et pour avoir visité votre site et avoir un petit peu écouté ce que vous pensiez de tout ça, il m'est apparu que vous critiquiez un petit peu cette réforme comme étant voulue par l'oligarchie un petit peu financière européenne, vous êtes d'ailleurs un peu hostile, pas qu'un peu, au principe même d'Union européenne. Et donc, j'aimerais savoir donc, votre point de vue personnel par rapport à cette réforme. Est-ce que vous êtes contre toute réforme du Code du travail? Vous pensez que c'est bien tel qu'il est, qu'il faut maintenir tous les acquis en place? Ou est-ce que vous voulez une autre réforme? Alors, vous entrez d'emblée dans le vif du sujet. Il faut peut-être que je dise aux téléspectateurs qui nous regardent et qui ne savent pas exactement quel est le parti politique que j'ai créé, premièrement, que je suis un haut fonctionnaire et j'ai été dans les allées du pouvoir, notamment sous le gouvernement Balladur et sous le gouvernement Juppé du temps de Jacques Chirac. J'ai été dans des cabinets ministériels et je sais quand même un petit peu ce qui se passe dans les allées du pouvoir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les analyses du mouvement politique que j'ai créé, ce que j'ai découvert en travaillant auprès de ministres, en accompagnant le président de la République, par exemple Jacques Chirac, en Chine, au Japon, en Amérique du Sud. Ce que j'ai découvert, c'est que, en fait, sans que les Français ne le comprennent, tous les grands choix politiques qui sont effectués par le gouvernement sont en fait imposés au gouvernement. Imposés par trois grandes institutions. Premièrement, la Commission européenne à Bruxelles, où les Français sont tout à fait minoritaires et c'est dirigé par des fonctionnaires qui ne sont élus par personne. Deuxièmement, la Banque centrale européenne à Francfort. Troisièmement, l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles, mais qui est dirigé depuis Washington. De telle sorte que nous sommes dans une situation en France qui mérite que les Français le comprennent bien. Et les Français ne l'ont pas bien compris. Quand on fait des élections en France maintenant, on va le voir par exemple pour les prochaines élections présidentielles, mais on l'a vu en 2012, les Français y croient qu'ils ont le choix entre la droite et la gauche. En réalité, ils ont le choix entre deux personnes qui vont faire la même politique qui a été déjà décidée par la Commission européenne, la Banque centrale européenne et l'OTAN. En d'autres termes, pour prendre une image un petit peu amusante, si vous voulez, c'est comme si vous prenez un avion Fort-de-France-Paris et qu'on donne aux gens le droit de vote pour choisir quel est le commandant de bord. Mais la destination, elle est fixée. Mais il y a peut-être des gens qui veulent pas aller à Paris, qui veulent peut-être aller en voyage à New York, qui veulent peut-être aller à Brasilia, Rio, ou je sais pas, ou le Cap. Donc, ce que nous disons, c'est que désormais, il n'y a plus, en fait, de vraie démocratie en France, puisqu'on vote pour des gens qui n'ont plus le pouvoir d'infléchir sensiblement les politiques. Alors, pour répondre à votre question,
À votre question, les gens qui sont de gauche ne peuvent pas ne pas être scandalisés par le fait qu'un gouvernement qui se dit de gauche est en train de démolir le droit du travail et les acquis sociaux qui ont été conquis par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents depuis le XIXe siècle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le gouvernement fait ça? Parce qu'il y est contraint. Il y est contraint par la Commission européenne, qui produit à peu près tous les 3-4 ans un rapport qui s'appelle le rapport des grandes orientations de politique économique, les GOP, grandes orientations de politique économique, qui obéissent à un article qui est l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Désormais, les traités européens obligent tous les États, dont la France, à obéir à des instructions en matière économique et sociale, prétendument pour sauver et pour assurer la viabilité de l'euro. Alors c'est la raison pour laquelle, lorsque les Français votent à droite ou votent à gauche, en fait, ils ont toujours la même politique et les gens sont scandalisés. Alors pour votre question, vous me disiez, est-ce qu'il faut ne rien changer? Je n'ai pas dit qu'il ne fallait rien changer. Peut-être faut-il changer des choses, je n'en sais rien. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été changées. Depuis maintenant un certain nombre d'années, contrairement à ce que l'on dit, il y a déjà pas mal de choses qui ont été changées. On taille dans les dépenses publiques continuellement. On ne remplace pas un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. On a augmenté la durée de cotisation des retraites. Avant, il fallait avoir travaillé 37 ans et demi. Après, c'est passé à 38, 39, 40, 41 ans. On a flexibilisé l'emploi. On a autorisé des petits boulots. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été changées. On a également déremboursé les médicaments de la sécurité sociale et de certains des médicaments. Si ce que l'on nous dit était vrai, on aurait dû assister à une amélioration. Même si toutes les réformes prétendues nécessaires n'ont pas encore été faites, il y en a quand même beaucoup qui ont été faites. On devrait assister à une amélioration. C'est tout le contraire. On assiste à une détérioration continuelle de la situation économique et sociale. Et est-ce que vous savez qu'en France, chaque jour, c'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques de l'INSEE, chaque jour il y a 600 à 700 de nos concitoyens qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. L'euro n'est pas pour rien dans ces affaires, l'euro est beaucoup trop cher pour la compétitivité de notre économie, y compris d'ailleurs pour la compétitivité de l'économie martiniquaise. L'euro est trop cher, mais l'euro n'est pas trop cher pour la compétitivité de l'économie allemande. Donc ce que nous disons, c'est que nous sommes englués dans une structure qui impose à la France des lois, un taux de change pour la monnaie, une politique diplomatique, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui nous entraîne vers des conflits de plus en plus graves avec le monde arabe, avec le Moyen-Orient, avec la Russie. Tout ceci au nom de décisions qui sont prises par une oligarchie que nous n'avons pas élue et qui d'ailleurs n'est pas française. Je vous sens très loin du Parti communiste martiniquais, Parti communiste français, est-ce que je me trompe? Très loin. Écoutez, d'abord, le Parti communiste français, je vais être un petit peu méchant, mais il faudrait déjà qu'il soit communiste. Bon. Le Parti communiste, normalement, enfin que je sache, c'est un parti qui, normalement, devrait faire sienne les analyses marxistes-léninistes. Vous n'êtes pas communiste du tout. Non, je ne suis pas du tout communiste. Alors, si vous n'êtes pas communiste, une seconde, vous n'êtes pas communiste, mais là, vous avez joué au Georges Marchais. Hein. Pas du tout. Si, parce qu'il a eu sa question et vous avez eu vos réponses, qui n'étaient pas forcément la réponse à la question. Oh, non, mais c'est clair. Non, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui vous différencie du Front National? Ah, ça c'est une question que l'on me pose souvent. Je dirais qu'il y a 2 choses essentielles, sur deux ordres tout à fait différents. Première chose, c'est que nous proposons notre mouvement politique. Je l'ai créé le 25 mars 2007. C'est une date symbolique. C'était le jour du 50e anniversaire du traité de Rome qui créait le marché commun. Et ça, même nos adversaires les plus acharnés ne peuvent pas le nier, c'est exact. Et j'ai créé ce mouvement politique avec un objectif essentiel, sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et tout ceci pour rendre aux Français leur démocratie, leur liberté, leur indépendance nationale. C'est ce que demande Marine Le Pen. Pas du... Alors, c'est vous qui le dites, ça n'est pas exact. J'ai montré, je renvoie les téléspectateurs au site upr.fr, où d'abord Madame Le Pen, elle est une héritière. Elle a hérité, comme ça,
Elle a eu la chance de naître, vous savez, c'est comme Louis XV héritant de Louis XIV. Madame Le Pen, elle a hérité d'un parti qu'avait créé, qui avait monté son père, c'est même pas lui qui l'avait créé, le Front National. Elle a hérité d'un parti, elle est donc l'héritière de toute une histoire de ce parti. Ça n'a rien à voir avec nous. Moi j'ai créé ce mouvement. Le Front National, contrairement à ce que disent pratiquement tous les journaux, les grands médias, n'a jamais proposé de sortir de l'Union européenne, de l'euro et encore moins de l'OTAN. Si vous le croyez, allez vérifier sur le site internet du Front National. J'ai entendu moi Madame Le Pen dire ça. Non, qu'il fallait sortir de l'euro, qu'il fallait sortir de l'Europe. J'ai entendu, j'ai pas besoin d'aller sur le site. Elle est passée. Allez regarder, ça s'est passé il n'y a encore pas très longtemps, le 8 février dernier. C'était il y a un mois. Sur TF1 20h, où le journaliste lui dit alors auparavant vous vouliez sortir de l'Union européenne et de l'euro, elle a dit jamais monsieur, jamais je n'ai dit ça. Et c'est vrai. Ce sont les journalistes, je vous assure, qui le lui ont dit. J'ai entendu dire ça. Ce qu'elle dit, c'est en permanence, elle joue sur des ambiguïtés. Ce qu'elle dit, elle dit, mais d'ailleurs elle n'est pas la seule. Monsieur Dupont-Aignan de DLF dit qu'il va renégocier les traités. Monsieur Mélenchon du Front de gauche dit qu'il va renégocier les traités. Tout le monde prétend renégocier les traités européens et Madame Le Pen, elle dit la même chose, elle va renégocier les traités. Elle a même pris modèle sur David Cameron, le Premier ministre britannique, qui a obtenu il n'a d'ailleurs pas renégocié les traités, il a obtenu, on pourra en parler tout à l'heure, un accord avec des chefs d'État et de gouvernement, mais qui n'a pas la valeur juridique d'une modification de traité. Et elle l'a pris comme modèle. Mais M. Cameron, il a lancé un référendum, il demande aux Britanniques de rester dans l'Union européenne. Il n'est pas du tout sur la même longueur d'onde qu'une partie des conservateurs britanniques, mais aussi de l'extrême gauche britannique, qui demande la sortie de l'Union européenne. Donc nous sommes absolument pas sur le même plan que Madame Le Pen sur cette question de la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Mais les téléspectateurs, qu'ils aillent voir, nous avons mis en ligne une vidéo qui fait d'ailleurs 30 minutes où on a montré le nombre de versions incroyables que le Front National a sorti sur ses propos. Parce qu'il y a Madame Le Pen qui dit une chose, Monsieur Philippot une autre, Monsieur Alliot en dit une troisième, Monsieur Gollnisch une quatrième, et puis vous avez Monsieur Rochdy du Front National de la Jeunesse qui en dit une cinquième, etc. Chacun dit quelque chose de différent, alors que reconnaissez quand même que c'est une affaire d'une telle importance que l'on ne peut pas être ambigu sur cette affaire. D'accord. Il y a un joli proverbe, un beau proverbe turc que j'aime bien, qui dit « On n'est pas un peu enceinte. On est enceinte ou on ne l'est pas. » Ben là, c'est pareil. On veut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ou on ne le veut pas, et si on ne le veut pas, là, on dit des choses. Je vais faire un référendum. Je suis content que vous fassiez référence à un proverbe turc. Parce que c'est l'occasion pour moi de vous demander si vous êtes partisan que la Turquie rentre dans l'Europe. Je sais que vous n'êtes pas pour l'Europe. Bon, admettons que l'Europe existe. Est-ce que vous êtes plutôt partisan que la Turquie intègre l'Europe? Alors nous, ce que nous disons à cette question, c'est que nous expliquons aux Français pourquoi ce problème se pose. Pourquoi est-ce que le problème de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne se pose et pas l'entrée de la Russie? Les Français ne comprennent pas ça. Nous sommes la seule force politique qui leur expliquons pourquoi. Parce que, force est de constater que la Turquie, certes, il y a une petite partie de la Turquie qui est sur le continent européen. Certes, la Turquie a été dans son histoire une puissance en partie européenne, c'est exact. Mais la Russie est un pays beaucoup plus européen. Non. Or, pourquoi l'entrée de la Russie ne se pose pas alors que l'entrée de la Turquie se pose? Parce que la Russie ne le demande pas. Non. C'est pas. Écoutez. Non. C'est parce que la construction européenne. Et c'est pas drôle ce que je dis, c'est très grave. La construction européenne est une invention américaine qui a été portée, poussée sur les fonds baptismaux après la Seconde Guerre mondiale par les autorités américaines. Je montre dans une conférence que je faisais d'ailleurs à Fort-de-France hier soir, s'appelle « Qui gouverne la France ?», que si vous prenez le Paris Match du 27 octobre 1951, 27 octobre 1951, Paris Match, vous pouvez aller vérifier, on le trouve en vente sur eBay assez facilement. Vous prendrez dans ce numéro, vous verrez qu'il y a une interview du général Eisenhower, qui était à la tête de l'OTAN, enfin du CHEP à l'époque, commandement de l'OTAN, avant de devenir un an plus tard, en 1952, président des États-Unis. Et dans cette interview, Eisenhower explique que rien ne pourrait davantage servir les intérêts géopolitiques des États-Unis
que d'apprendre que les pays d'Europe ont décidé de se réunir et de signer l'acte constitutionnel de l'Europe. Ce sont les États-Unis qui, depuis 1951, demandent à l'Europe de créer une Europe unie avec une constitution européenne. Alors, vous allez me dire, on est loin de la Turquie. Non, on n'est pas loin de la Turquie. Parce que les États-Unis, en fait, veulent faire coïncider le périmètre de l'OTAN avec le périmètre de l'Union européenne. L'Union européenne, en fait, est la face civile, présentable, d'une même médaille dont la face militaire s'appelle l'OTAN. Or, la Turquie est entrée dans l'OTAN en 1955. Et les États-Unis veulent donc essayer de faire coïncider les deux périmètres pour encercler la Russie par l'ouest et par le sud. Et c'est pas François Asselineau qui le dit, hein. Allez lire, par exemple, le livre Le Grand Échiquier, qui a été écrit par Zbigniew Brzezinski, c'est un Américain, bien qu'il ait un nom d'origine polonaise. Il a été conseiller diplomatique du président Carter. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Grand Échiquier en français, The Great Chessboard en américain. Il explique tout ça. Attendez. Est-ce que vous êtes d'accord pour que la Russie rentre dans l'Europe, alors? Mais la Russie ne veut pas entrer dans l'Union. Vous seriez d'accord ou pas? Non. On m'a dit que vous êtes gaulliste. Alors c'est l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, quoi. Oui. Bon. De Gaulle, lorsque De Gaulle disait ça, c'était pas tellement qu'il était pour l'Europe, c'est qu'il voulait faire voler en éclats la mainmise des deux superpuissances, États-Unis et Russie. Ce que nous disons vraiment quelque chose, je crois, de très original dans la scène politique française. Nous disons que l'idée même de construire l'Europe, si vous y réfléchissez sans a priori, si vous y réfléchissez à fond, vous découvrirez que c'est une idée de nature racialiste. Pourquoi les Français devraient-ils fusionner avec la Finlande, l'Estonie, les pays baltes, la Slovaquie? Je n'ai rien contre ces peuples, mais ce sont des peuples avec lesquels l'histoire, les phénomènes migratoires, les religions, les grandes découvertes, les schémas, les circuits commerciaux, on est très éloigné, en fait, de ces populations. Bon. En revanche, tout le monde sait bien que la France a des intérêts énormes avec les pays du Maghreb, les pays d'Afrique francophone, les pays de la francophonie, de façon générale. C'est un legs de l'histoire, notamment de la colonisation, avec ces drames de la colonisation. Mais il n'y a pas eu que des drames. Il en reste au bout de 100 ans, 200 ans, 300 ans. C'est extraordinaire, ce discours. Oui, non, mais attendez, il nous reste... Vous ne voyez pas l'intérêt de l'Europe? C'est-à-dire, l'Europe, c'est une terre de guerre pendant des siècles et des siècles. Oui, mais et à partir de la fin de cette Deuxième Guerre mondiale, des gens qui se sont battus comme ils se sont battus, là, les Allemands contre les Français, en 1945, et arrivaient à faire déjà la communauté du charbon et de l'acier en 56, c'est-à-dire même pas 10 ans après, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Et de fait, depuis, l'Europe est en paix. Alors vous essayez de dire que c'est de la racialisation, mais c'est une façon de faire aussi que l'Europe soit en paix, c'est-à-dire que les Vikings ne débarquent plus sur les côtes normandes. Je connais. Vous pouvez pas dire ça. Non, mais si, je peux très bien le dire. Je connais cet argument. C'est une espèce d'argument d'autorité qui voudrait interdire de réfléchir. Mais vous savez, c'est comme si vous me disiez, regardez, le soleil s'est levé tous les matins grâce à l'Europe. Bon. Qu'est-ce qui vous dit que c'est grâce à l'Europe qu'il y a eu la paix en Europe? Ça n'a aucun rapport. Depuis l'Europe, il n'y a pas de guerre en Europe. Mais non. L'Allemagne n'est plus en guerre contre la France. Mais je suis désolé, ça n'a strictement aucun rapport. Laissez-moi vous expliquer, si vous me le permettez. Je vous écoute. Après 1945, il s'est passé quoi? Il s'est passé que l'Europe a été divisée en deux camps. On a presque honte de devoir le rappeler, mais c'est vrai qu'un certain nombre de nos concitoyens n'étaient pas forcément nés à cette époque. Il y a eu ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur. S'il n'y a pas eu, il aurait pu y avoir un conflit, par exemple, à Berlin, en 1953, lorsqu'il y a eu des émeutes. Il aurait pu y avoir au moment du blocus de Berlin en 1949, au moment des émeutes de Berlin en 1953, au moment de la révolution hongroise en 1956. Pourquoi il n'y a pas eu de guerre, alors que tous les ingrédients y étaient? Il n'y a pas eu de guerre, c'était pas grâce à l'Europe, puisque le marché commun a été créé en 1957. S'il n'y a pas eu de guerre, excusez-moi de devoir le rappeler, c'est parce qu'il y avait de part et d'autre l'OTAN et le pacte de Varsovie, avec des bombes thermonucléaires. C'était le concept de ce que les Américains appellent MAD, Mutual Assured Destruction, destruction mutuelle assurée, l'acronyme MAD signifiant fou en anglais. C'est-à-dire que l'on était certain que s'il allait y avoir un conflit en Europe, ça pouvait se traduire par l'extermination
de toute la race humaine sur Terre et la destruction de la Terre. Voilà. C'est la raison pour laquelle cet équilibre de la terreur a fait que, en 1968, au moment de la Tchécoslovaquie, c'est vrai que l'Europe existait, le marché commun existait depuis une dizaine d'années, mais ça n'est pas parce c'est pas parce qu'on se battait sur la politique du lait ou du beurre ou sur les sièges de tracteurs qu'il n'y a pas eu la guerre. C'est pas vrai. C'est parce qu'il y avait justement l'équilibre de la terreur. Donc, on ne peut pas accorder à l'Europe qui n'existait pas le bénéfice d'une paix qui était due en fait à l'équilibre de la terreur. Première raison. Deuxième raison, les spécialistes de la guerre savent que les conflits, depuis que le monde est monde, naissent en général lorsque vous avez des zones de forte croissance démographique et pauvres, à côté de zones de faible croissance démographique et riches. Or, actuellement, l'ensemble des pays d'Europe sont en très fort déclin démographique et en très fort vieillissement. Il va y avoir bientôt en Allemagne peut-être, 40% de la population qui aura plus de 65 ans. C'est pas avec des gens qui sont des retraités qu'on fait les guerres. En revanche, il y a des vrais conflits possibles, potentiels, avec les pays du sud de la Méditerranée. Donc si les gens qui croient que c'est vraiment la politique européenne qui assure la paix, si ces gens étaient logiques avec eux-mêmes, ils devraient créer un marché commun avec les pays du Maghreb. Ils devraient faire ce qu'ils ont prétendu avoir fait en Europe. Or, pas du tout. Ils rejettent les pays du sud de la Méditerranée ou du Moyen-Orient. Et au contraire, on a un discours qui est le discours du choc des civilisations. Qu'est-ce que vous en pensez de ce discours? Je pense que c'est... Vous êtes pour qu'on accepte les émigrés ou pas? Je pense... Que la France accepte les émigrés. Alors, d'abord, je pense que la France, elle doit être, conformément à sa traduction, un pays humain. Lorsque vous avez des gens qui arrivent, qui risquent de mourir, on ne peut pas rejeter les gens à la mer, ça c'est pas vrai. Deuxièmement, c'est pas pour autant qu'on doit être naïf. Cette affaire de migrants, puisque c'est ça que vous avez à l'esprit, en fait, est une affaire qui est largement montée de toutes pièces. C'est le gouvernement turc qui favorise d'un seul coup cette flambée des migrations vers l'Europe. Pourquoi d'ailleurs est-ce que l'Europe serait-elle spécialement concernée? Ce ne sont pas des migrants, ce sont des réfugiés. Il y a un organisme qui s'appelle le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'Organisation des Nations Unies qui, normalement, a vocation à traiter de ces problèmes. Normalement, les personnes qui se réfugient, qui fuient le théâtre des combats en Syrie, par exemple, eh bien, devraient être pris en charge par des antennes du HCR et répartis dans l'ensemble des États membres de l'ONU, y compris d'ailleurs chez les frères arabes, des Syriens qui s'en vont, par exemple en Arabie Saoudite, au Qatar, en Égypte, au Maroc, en Algérie, mais aussi aux États-Unis, au Canada, etc., etc. On a montré du doigt spécialement l'Europe comme si c'était l'Europe qui était défaillante. Je voudrais d'ailleurs, si vous me le permettez, dire que si la France était la France, elle ne serait pas intervenue en Syrie ni en Libye. Parce que nous sommes en train de violer le droit international. Et savez-vous qu'actuellement la France, vous me dites que l'Europe c'est la paix. Moi je dis l'Europe c'est la guerre. Parce que l'Europe elle est en train de nous entraîner dans des conflits où la France elle est actuellement dans 4 ou 5 pays du monde. Elle est en Syrie, elle est en Afghanistan, elle n'a plus que des conseillers, elle est au Mali, elle est en Libye. Ça, c'est pas l'Europe, là, c'est la France. Hein. Oui, mais elle est dans le cadre de l'Europe. Parce que l'Europe nous place, par l'article 42 du traité de l'Union européenne, nous place sous la tutelle de l'OTAN. Et donc nous sommes entraînés dans une organisation internationale, l'Union européenne, qui n'a pas de politique propre, qui est en fait comment dirais-je, le domestique, le vassal des intérêts géopolitiques américains. C'est ça la réalité. Actuellement, la France, elle est en guerre dans un certain nombre de pays. Savez-vous qu'il n'y a même pas eu de déclaration de guerre? Il n'y a même pas eu de débat à l'Assemblée nationale. On foule aux pieds tous les principes républicains prévus par la Constitution. Une question. Vous avez l'air d'en vouloir véritablement aux États-Unis d'Amérique. Au moment au plus dur de la guerre froide, elle essayait de s'organiser contre son ennemi, qui était l'URSS à l'époque. C'est bien ça votre discours. Est-ce que vous ne faites pas preuve d'un certain manque de reconnaissance? Parce que les États-Unis d'Amérique ont quand même libéré la France du nazisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vous trouve très anti-américain. Non, alors ça, l'anti-américanisme, c'est aussi des critiques que l'on nous formule. Mais quand on vous écoute... Oui, mais attendez, allez écouter ce que dit quelqu'un comme Noam Chomsky,
qui est un des plus grands intellectuels américains. Allez écouter ce que dit quelqu'un comme William Bloom, qui est également un grand intellectuel américain. Allez écouter Ron Paul. Allez écouter Paul Craig Roberts, qui est je vais vous écouter, vous. Oui. Et vous avez donc aux États-Unis même des responsables comme Paul Craig Roberts, qui a été sous-secrétaire au Trésor sous le gouvernement Reagan, qui dit des choses bien plus graves que moi encore sur les propres dirigeants des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai, bien sûr, évidemment, que les États-Unis ont aidé la France à se libérer. Ça, c'est exact. Puis avec le plan Marshall après, toute l'Europe. Attendez. Oui. Rappelez-vous ce que disait Charles de Gaulle quand on lui disait ça. Il disait, oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En 14, les Américains, ils n'étaient pas là. Et en 40, ils n'étaient pas là non plus. Il faut jamais oublier que ceux qui ont cassé Hitler, c'est pas les États-Unis, c'est l'Union soviétique, avec la bataille de Stalingrad. Les Russes ont eu plusieurs dizaines de millions de morts. Il y a eu les crimes de Staline par ailleurs, mais il y a eu dans ce qu'ils appellent la Grande Guerre patriotique, c'est d'abord et avant tout la Russie qui a vaincu Adolf Hitler. Les États-Unis sont arrivés un petit peu après. Ils sont arrivés à Berlin en même temps. Hein. Ils sont arrivés en 1944. D'ailleurs, vous savez qu'en plus de ça, Charles de Gaulle refusait de fêter le 6 juin 1944. Pourquoi il le refusait? C'est parce que les États-Unis, Roosevelt et Churchill, l'Angleterre, n'avaient même pas prévenu de Gaulle et la France libre du débarquement. Et les États-Unis avaient comme projet, c'est pas moi qui le dis, c'est Charles de Gaulle lui-même dans ses mémoires de guerre, ou dans les confidences qu'il fait à Alain Peyrefitte, les États-Unis avaient prévu, arrivant en France, d'y imposer un gouvernement d'occupation, avec une armée d'occupation et une monnaie d'occupation, c'est qu'on s'appelle l'AMGOT, et de maintenir au pouvoir Philippe Pétain, Pierre Laval, et de ressortir Édouard Herriot du placard. C'est Charles de Gaulle qui l'explique. N'oubliez jamais que les États-Unis ont toujours refusé de reconnaître diplomatiquement la France libre. Il n'y a qu'un seul État au monde qui a reconnu la France libre dès juin 1940, c'est la Grande-Bretagne, c'est le Royaume-Uni. Les États-Unis ont maintenu une ambassade à Vichy auprès de Pétain jusqu'en avril 1942 avec l'amiral Leahy qui avait rang d'ambassadeur, et d'avril 42 jusqu'à décembre 42 avec un chargé d'affaires. Puis après l'opération Torche, ils ont retiré leur ambassade à Vichy, mais ils n'en ont pas ouvert, ils n'ont pas reconnu la France libre. Alors, tout ça pour dire que ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr que les États-Unis, quand ils sont arrivés en 1917, c'est-à-dire il était temps qu'ils arrivent, et quand ils sont arrivés en 1944, bien sûr que les États-Unis aussi. Oui. Attendez, oui, c'est vrai. Vous imaginez ce qu'aurait été la France si les Soviétiques étaient seuls à être arrivés? Oui, ce qui aurait été possible. Sans doute. Donc la France doit beaucoup aux États-Unis, que vous le Oui, mais la France, elle doit sans doute au moins autant, sinon davantage, à la Russie. Par exemple, est-ce que vous savez qu'en 1914, la bataille des Taxis de la Marne, si la France a arrêté l'invasion allemande, c'est parce qu'il a fallu que l'état-major allemand retire en urgence quelques divisions parce que les Russes attaquaient sur le flanc est. C'est vrai que François Hollande semble très proche des Américains. C'est le moins qu'on peut dire. C'est le moins qu'on peut dire, je vous l'accorde. Vous aimeriez qu'il soit plus proche des Russes? J'aimerais. Je ne dis pas des Soviétiques, je dis des Russes. Oui, j'aimerais qu'il fasse une politique conforme à ce qu'a été la grande tradition française. La France a eu des hauts et des bas dans son histoire. Elle a commis des crimes, elle a fait des choses merveilleuses. Comme tous les peuples, en fait. La France, dans ses grands moments, c'est la France qui est une France indépendante, la France de la souveraineté et de l'indépendance nationale. Vous savez, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis haut fonctionnaire, je me rappelle très bien. En 2003, rappelez-vous la guerre en Irak. Ce qui s'est passé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a un pays qui s'est opposé à l'impérialisme américain, c'est la France. C'est le fameux discours de Dominique de Villepin, soutenu par Jacques Chirac à l'époque, en disant que ça n'était pas du tout avéré que Saddam Hussein ait des armes de destruction massive. On a d'ailleurs eu confirmation ensuite qu'il n'en avait jamais eu. Le seul État qui avait des armes de destruction massive dans l'espace, c'était les États-Unis. Vous êtes en train de faire, une fois de plus, le procès des Américains. Non, mais si, c'est ce que vous êtes en train de faire. Je suis d'accord avec vous. Non, vous me dites qu'est-ce que vous voulez. Non, vous me dites qu'est-ce que vous voulez que la France soit. Je dis il faut que la France, elle soit ce que nous avons été en 2003, par exemple. Des Russes ou des Américains? Ce que nous avons été en 2003, défendre le droit international, la liberté des peuples et des nations, le principe sacro-saint qui figure dans la Charte des Nations Unies et dans le droit international public, qui est celui de l'interdiction
de l'ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Lorsqu'il y a eu le discours de Villepin en 2003, je vous rappelle que dans les jours qui ont suivi, il y a eu des files d'attente qui se sont créées dans le monde entier, de Brasilia à Moscou, de New Delhi à Sydney, de Tokyo à Pékin, de Mexico au Caire et de Johannesburg à Berlin, de gens qui allaient devant les alliances françaises pour apprendre le français. Parce que d'un seul coup, le logiciel France, si je peux me permettre, se remettait en marche. La France, ça n'est plus la France de Louis XIV, nous sommes devenus un pays de taille moyenne, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas de la gnognotte pour autant. La France, c'est un pays qui a une autorité, un magistère moral potentiel, à condition qu'elle sache bien l'utiliser. C'est un pays qui, normalement, c'est un pays, vous savez, combien de résistants, combien de révolutionnaires dans le monde, en Amérique latine, en Afrique, sont parfois morts en chantant la Marseillaise. Il y a dans l'histoire de France, nous sommes le porte-parole, pas toujours, hein. Bien sûr qu'on ne l'a pas toujours été. En ce moment, la France, elle connaît une éclipse honteuse. Mais normalement, la France doit être le porte-parole de la liberté des peuples et des nations face à tous les empires. Il se trouve qu'en ce moment, ce sont les Américains qui dominent le monde. Face à tous les empires. C'est exactement ça. Oui. Si vous pensez que cette France de 60 millions d'habitants, peut-être un peu plus, 65 millions d'habitants, va pouvoir s'opposer de quelque façon que ce soit aux pays émergents, à la Chine, à l'Inde, au Brésil, qui sont des millions et des millions. Mais pourquoi parce que le monde est comme ça. Pourquoi voulez-vous qu'on s'oppose? Parce que le monde est comme ça. Je veux dire, c'est pas un monde de bisounours. Hein. Donc voilà. Mais je n'ai pas. Vous êtes en train de prôner l'isolationnisme. Mais pas du tout. Mais si, c'est ce que vous faites. bah voilà, je suis désolé que vous ayez compris ça parce que c'est tout le contraire. La France toute seule. Mais non, mais qui vous a dit la France toute seule? Alors avec qui vous serez si c'est pas avec Écoutez, l'Europe. je vais vous raconter une anecdote si vous me le permettez. Oui. J'avais accompagné le président Chirac en Chine. En 1996, il est reçu par le président de la République populaire de Chine de l'époque, qui s'appelait le président Jiang Zemin. C'était à Chongdanai, c'est-à-dire dans la partie de la cité interdite à Pékin réservée aux dirigeants. Bien. Le président chinois félicite Jacques Chirac de sa récente élection et lui dit « Nous sommes heureux de recevoir quelqu'un qui s'inscrit dans la lignée politique du général de Gaulle, dont nous n'oublions pas qu'il a reconnu la République populaire de Chine en 1964, il était le premier pays à le faire. » Et à ce moment-là, le président Chirac prend la parole et dit « Eh bien, je suis heureux d'être parmi vous, mais vous avez parlé de la France, parce que le président chinois avait proposé de faire une espèce de liaison stratégique sino-française, et Chirac répond en disant « Vous avez parlé de la France, mais vous savez que la France, en ce moment, est en train de bâtir l'Union européenne. Nous sommes maintenant avec nos partenaires. » Donc, le président de la République française avait fait en fait une fin un peu de non-recevoir au président chinois en disant, vous savez, on n'est plus capable, en gros il disait, on n'est plus capable d'avoir notre propre politique à nous. Nous, on fusionne avec les autres pays. Le président chinois était un malin, il l'avait écouté, il n'avait rien dit, il a dit bon, puis après on était passé aux affaires. À ce moment-là, le président Chirac avait commencé à parler des Airbus, il souhaitait que la Chine achète des Airbus. Soit dit en passant, ça voulait dire que le niveau de la conversation que le président chinois avait fixé à un niveau stratosphérique, au niveau des grandes affaires du monde, d'un seul coup, redescendait à un niveau très basique, un niveau commercial, avec Chirac qui demandait « achetez-moi 24 Airbus au lieu de m'en acheter 20 ». À telle sorte qu'à la fin, le président chinois avait dit « écoutez, monsieur le président de la République française, on ne finit pas un repas en une seule bouchée, changeons de sujet ». Mais après ça, Chirac était entré sur un autre sujet. Il avait dit, voilà, nous vous proposons, vous êtes en train de, vous réfléchissez à construire un train rapide à très grande vitesse entre Pékin et Shanghai. Je voudrais insister auprès de vous sur l'intérêt de l'offre française de Alstom qui est fabriqué le TGV, que nous sommes les meilleurs. Il faut absolument développer la relation stratégique franco-chinoise en matière ferroviaire. Eh bien, vous savez ce qu'avait répondu le président chinois? Il lui avait dit « Monsieur le Président de la République française, vous m'embarrassez. Parce que je comprends bien que vous me dites tout l'intérêt qu'il y a à faire une coopération franco-chinoise sur le TGV avec Alstom. Mais, lui dit-il, je me rappelle le geste qu'il avait encore. Il y a 3 semaines, dans le siège que vous occupez, je recevais le chancelier d'Allemagne, Gerhard Schröder, qui m'avait expliqué que la Chine devait absolument faire alliance avec l'Allemagne
pour le projet de train rapide de Siemens. Monsieur le Président de la République française, nous avons commencé cet entretien, vous m'avez expliqué que désormais vous faisiez qu'un seul pays avec l'Allemagne. Mais qu'est-ce que je dois comprendre de cela? Parce qu'il avait pointé la contradiction qu'il y a. C'est que nous, on nous dit, voilà, le monde du bisounours dont vous parliez, c'est le monde de l'Union européenne. On explique on s'adore le couple franco-allemand, ici et ça, on est 28. Vous pourriez lutter pour plus d'Europe. Mais non, mais attendez, lutter pour moins d'Europe. Mais là, écoutez, il faut être... Je vais encore le citer, excusez-moi, mais De Gaulle disait, la politique, c'est partir des réalités. Moi, je trouve très bien que la France ait des liens industriels, commerciaux, culturels avec la Chine. De même qu'avec la Russie. De même qu'avec les États-Unis, le Brésil, l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Inde. Le monde d'aujourd'hui, au troisième millénaire, on ne doit plus faire la différence entre les pays torchons et les pays serviettes. On a l'impression que dans l'esprit des Occidentaux, il y a les pays chics et les pays blancs, en gros. Le monde judéo-chrétien, comme dit le général de Gaulle. Quoi? Comme dit le général de Gaulle, il parlait de monde judéo-chrétien. Il disait que le race blanche. Oui, de race blanche et de oui, ça c'est pas forcément ce qu'il avait dit de mieux. Ah oui, bah alors. Bon, non, mais c'est pas forcément ce qu'il il disait ça dans les années 60. Nous sommes dans les années 2010-2015. À l'époque actuelle, il n'y a aucune raison objective pour que la France se marie, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'Estonie, la Slovaquie, la Finlande, plutôt qu'elle noue des relations étroites avec le Brésil, l'Afrique du Sud, le Congo, le Sénégal, le Québec, le Japon. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin ni de vous ni de moi pour en décider. C'est tel quel. Moi, j'ai vécu au Japon. J'ai vécu 1 an et demi. Je parle un petit peu le japonais. J'ai travaillé pour les services commerciaux de l'ambassade de France. Mais je peux vous assurer qu'il y a des relations très étroites entre un certain nombre d'entreprises françaises et japonaises, d'entreprises françaises et chinoises. Peugeot a bien été sauvé par Dongfeng, qui est une entreprise chinoise. C'est son partenaire. Moi, j'avais accompagné Jacques Chirac à Wuhan, en Chine, où il y a une usine de Citroën, de PSA, de Peugeot Citroën, avec son partenaire Dongfeng. Mais l'entreprise française a noué un partenariat avec une entreprise chinoise pour mieux lutter commercialement contre Fiat, qui a racheté l'américain Chrysler, ou pour mieux lutter commercialement contre Daimler-Benz ou Volkswagen, qui eux-mêmes ont leur propre partenaire chinois. Renault a fusionné avec un japonais Nissan pour mieux se battre contre Volkswagen. C'est-à-dire que le principe même de la construction européenne n'est pas du tout, et contraire au jeu du capitalisme planétaire. Les grands groupes internationaux se regroupent non pas parce qu'il y a le périmètre de l'Europe, mais parce qu'il y a des marchés à conquérir, des affinités d'entreprises ou des absences d'affinités. C'est même encore plus grave que ça, puisque lorsqu'il y a plusieurs entreprises à l'intérieur de l'Europe qui veulent fusionner, la Commission intervient en empêchant l'affaire au nom de la lutte contre les monopoles. Donc nous, ce que nous disons, il n'est pas du tout question de se fermer sur soi-même, au contraire. Il est question de se rouvrir sur le monde, parce qu'actuellement, la France, elle est en train de devenir rikiki. Juste une seconde, Raphaël. Alors, vous parlez beaucoup de souveraineté nationale. Vous êtes même, à votre manière, un petit peu un indépendantiste vis-à-vis de l'Europe, parce que vous parlez de vous retirer. Mais alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, d'une partie de notre élite politique et même de notre population qui aspire à une souveraineté du peuple martiniquais, à l'indépendance peut-être, ou du moins une forme plus accrue d'autonomie? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Écoutez, moi je pense d'abord qu'il faut que les gens ils se décident en leur âme et conscience, qu'ils votent. Alors, s'il y avait une majorité du peuple martiniquais qui voulait vraiment être indépendant, il faudrait non, ce qu'on vous demande, parce que là, attendez, là vous êtes pour sortir de l'Europe, oui. Et les Français n'ont pas voté, vous n'avez pas demandé aux Français leur avis. Mais vous, en tant qu'homme politique, vous êtes pour sortir de l'Europe. Oui, je propose ça. Okay, vous proposez ça. Voilà. Alors ils vous demandent qu'est-ce que vous pensez des Martiniquais qui proposent aux Martiniquais l'indépendance. Je dis, comme ce que j'avais commencé à répondre, je dis que s'il y avait une majorité de Martiniquais, d'habitants de la Martinique, qui voulaient devenir indépendants, vraiment, avec toutes les conséquences qui en découlent, comment pourrait-on s'y opposer? Simplement, ce que je dis, moi, c'est que actuellement, les choses, me semble-t-il, ne se passent pas exactement comme ça. Ce qui se passe actuellement, c'est que c'est l'unité nationale française qui est attaquée de toutes parts. Et pas seulement
les phénomènes en Martinique. Regardez ce qui se passe en métropole. Nous avons montré au moment des élections régionales qu'il y a actuellement une politique qui s'appelle la politique des eurorégions, qui vise, je pèse mes mots, à détruire les États-nations d'Europe. Pour en faire, c'est la politique, célèbre politique qui a été inventée dès la Grèce antique, diviser pour régner. Divide and conquer, disent les Américains, qui vise à détruire ces États-nations qui pourraient encore résister à l'Empire américain. Regardez ce qui s'est passé, j'en parlais tout à l'heure, en 2003, à l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité. Parce que si demain il n'y avait plus de France, plus d'Espagne, plus de Royaume-Uni, plus de Belgique, plus d'Italie, mais qu'il y avait la Flandre, la Catalogne, la Corse, le Pays Basque, eh bien ça sera terminé. On ne pourra plus lutter du tout contre l'impérialisme américain. Donc ça, c'est très important à comprendre. C'est pas sorti d'un chapeau, les réformes, vous savez, les réformes territoriales. En métropole, vous avez de la famille peut-être ou des amis en métropole. Bon, vous savez très bien que les Français n'ont rien demandé. On leur a imposé d'un seul coup, d'un seul, la fusion de l'Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, voilà. On leur a imposé ça. Et pourquoi? Les gens sont extrêmement mécontents. On leur a imposé la fusion de Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, de Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avec ces régions avoir des espèces de régions qui auront la même taille que la Virginie occidentale ou que la Caroline du Sud. Et puis au même moment, on fusionne de force les communes. Les Français sont très attachés à leur petit village. Et pourquoi? Parce que le maire d'un village de 500 habitants, il n'y a pas de plus démocratique. C'est un homme ou une femme que tout le monde connaît. Maintenant, on dit aux Français prétendument qu'on n'aurait plus les moyens et qu'il faudrait fusionner de force les communes. Pourquoi ça? Pour éloigner le principe de décision du peuple? En réalité, ce qui se cache derrière, c'est d'avoir ensuite des grandes communes qui auront la même taille que les comtés américains. C'est ça. Est-ce que les États-Unis, c'est un vrai pays? Est-ce que les États-Unis, c'est un vrai pays? Une vraie nation? C'est un vaste débat. Les États-Unis, il y a quelque chose qui est important à comprendre. Moi, je suis un grand amateur d'histoire. Mais vous ne répondez pas à la question. Si. Ce qui est différent entre parce qu'il y a des gens qui disent il y a bien les États-Unis d'Amérique, pourquoi il n'y aurait pas les États-Unis d'Europe? Et puis il y a les Länders en Allemagne, et puis le Brésil est un État fédéral. Et puis en Espagne aussi, il y a beaucoup de régions. Mais nous n'avons pas la même histoire. Mais écoutez. Mais nous n'avons pas la même histoire. Nous n'avons pas la même histoire. Les États-Unis se sont constitués, pour répondre à votre question, se sont constitués en fait en nation dès le débarquement des pèlerins du Mayflower en 1620. Il y a, vous savez, les premiers pèlerins qui sont arrivés au début du XVIIe siècle. Il y a une déclaration des pèlerins du Mayflower. Le Mayflower, c'était le navire qui les amenait, qui disait qu'ils avaient décidé de se créer comme un seul corps civil et politique sous la loi de Dieu. Et après ça, ils se sont répandus la partie est du continent américain. Ils se sont livrés à un génocide, d'ailleurs, des Amérindiens pour prendre leurs terres. Mais il n'en demeure pas moins que tous les immigrants sont arrivés dans un pays en cours de constitution. Ils se sont ont fusionné dans une espèce d'imaginaire national collectif, les États-Unis d'Amérique. En d'autres termes, les États des États-Unis se sont créés en même temps que la nation par division, par sissiparité, si j'ose dire. Alors qu'en Europe, c'est tout le contraire, puisqu'on a des États qui existent depuis 500 ans, 1000 ans, 1500 ans. La France, si on fait remonter la France au baptême de Clovis, ça fait 1500 ans. Et donc, chacun a sa langue, chacun a son histoire, etc. Je ne sais pas si la France existe depuis Clovis. Alors, mettons, en tout cas, les historiens datent du baptême de Clovis, l'apparition du peuple français, puisque c'était les Gaulois qui avaient été vaincus par les Romains avec la guerre des Gaules, en moins 47 avant Jésus-Christ, et puis en 496 après Jésus-Christ, les Francs, qui étaient des barbares, Clovis, Clauveg, c'était son nom, il remanise son nom en Clovis, il se fait baptiser, et l'Église a joué un rôle très important à l'époque, puisque l'Église a interdit les mariages claniques. C'est-à-dire que, je vais tenir un propos un peu léger, mais en France, il y a une particularité de la France, c'est qu'en France, tout le monde couche avec tout le monde. Il y a beaucoup plus, mais c'est vrai, regardez les Allemands ou les Anglais par exemple. Quel pays quand même. Voilà un aveu sur votre pays qui va nous surprendre. Il y a beaucoup plus. Les Allemands, vous savez ce que les Allemands, regardez, qu'est-ce que reprochait Hitler à la France? Il reprochait à la France d'être un pays de métis.
Parce que la France, je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme en France, il y en a partout. Mais je suis absolument convaincu que la France, contrairement à ce que l'on dit, est un des pays les moins racistes du monde et où il y a le plus de métissage. Vous savez, les statistiques des mariages mixtes en France métropolitaine sont interdits par la loi. Mais il y a des démographes, il y a des gens qui essaient de les percevoir. Il semble qu'il y a actuellement en métropole quelque chose comme 14% de mariages mixtes, c'est-à-dire par exemple entre un Français de souche et puis une Française d'origine marocaine, maghrébine ou africaine ou l'inverse. Il paraît que c'est de l'ordre de 12-14%. Ce sont des chiffres... Vous savez combien c'est au Royaume-Uni où là les chiffres sont, les statistiques là sont autorisées 0,1%. Les pays, le monde anglo-saxon, c'est un pays d'apartheid, consubstantiellement. Voilà. Et le génie de la France, c'est justement un génie tout à fait différent. C'est pour ça qu'on n'a pas la même histoire. Vous me parlez des pays fédéraux. Oui, c'est vrai. Bien sûr, le Brésil est une république fédérative. L'Allemagne aussi. Oui, mais l'Allemagne, l'Allemagne, elle s'est unifiée en 1871, après Sedan. La France est un pays qui a été unifié. Enfin, il y avait beaucoup de féodalité quand même en France avant 1789. Oui, c'est vrai, bon, alors, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est vrai, vous avez raison. Mais il y a eu un combat permanent d'un roi de France, puis ensuite d'un président de la République, pour unifier le pays. Et la création des départements, par exemple. Moi, je suis assez inquiet de voir que la Martinique n'est plus un département. Le département, c'est l'égalité entre les Français. C'est ça, ça a été créé en janvier ou février 1790 pour faire voler en éclats les féodalités, pour que tous les Français soient identiques. C'était ça l'origine. Alors, que ça a été plus ou moins bien appliqué, c'est une chose. Qu'il faille, bien entendu, avoir des amodiations, parce que c'est vrai qu'en Martinique, c'est pas exactement la même chose qu'en Franche-Comté. C'est vrai. Mais de là à dire, parce qu'il y a des gens, et pas des moindres, qui voudraient se débarrasser de l'outre-mer, parce que ça coûte cher, qui voudraient se débarrasser de la Corse, parce que ça coûte cher. Justement, on est un pays très privilégié. Nos fonctionnaires gagnent 40% de plus quand vous dites en métropole. Quand vous parlez, vous dites la métropole. Pourquoi? Parce que c'est dans les us et coutumes. Comment ça vous choque qu'on dise la métropole? Tout le monde dit ça. Parce qu'il n'y a de métropole que s'il y a des colonies, selon moi. C'est un peu vrai, c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est quand même... Non, c'est quand même, il y a la distance. Bon, c'est la France hexagonale, hein. Ouais. Bon, en tout cas... Il y a quand même 7000 km de distance. Oui. Il y a une distance historique aussi. Oui, il y a une distance historique. La France est victime de l'impérialisme américain. En ce moment, oui. Ok. Est-ce que le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal sont victimes de l'impérialisme français, à votre avis? Ils l'ont été. Non, mais aujourd'hui. Oui, probablement, mais aujourd'hui, la France est un pays impérialiste aussi. La France, elle est surtout le domestique de Washington. La France n'a plus de politique indépendante. Oui, mais enfin, la France, en Allemagne, la France a une politique qui est la sienne, quand même. En Afrique, je veux dire. En Afrique, je veux dire. Ah, en Afrique. Je vais dire en Afrique, je vais dire en Afrique. La France a une politique, propre, hein, qui... De moins en moins. De moins en moins. Non. De moins en moins. De moins en moins. Allez voir. Je pense que Hollande est allé au Mali sans l'aval des Américains et que Sarkozy est allé en Libye sans l'aval des Américains. Écoutez, la France, elle disparaît d'année en année de l'Afrique. Allez parler à des Africains. Est-ce que ça vous chagrine, ça? Oui. Ne me faites pas passer pour ce que je ne suis. Mais je vous pose des questions. Ne me faites pas passer pour ce que je ne suis. Ce qui me chagrine, c'est de voir que la France est dirigée par des irresponsables, d'ailleurs c'est des gens qui n'ont pas de réponse, qui ne font pas la politique nécessaire pour la France, qui font une politique qui obéit à des diktats étrangers. Il y a des gens qui m'ont posé des questions, et qu'est-ce que vous pensez de la France-Afrique? Je dis, la France-Afrique, c'est mal. Il y a des gens qui m'ont dit, vous voulez sortir de l'euro parce que vous dites que les monnaies plurinationales explosent dans l'histoire, c'est toujours vrai. Je fais d'ailleurs une conférence sur cette question qui s'appelle la tragédie de l'euro, que vos téléspectateurs peuvent aller voir sur notre site upr.fr. Toutes les monnaies plurinationales dans l'histoire ont explosé. Alors, il y a des gens qui me disent, alors, et le franc CFA, qu'est-ce que vous en faites? J'ai dit, je suis logique avec moi-même. Je pense que le franc CFA a vocation, en effet, à disparaître, si c'est ça que vous voulez me faire dire. Mais il n'en demeure pas moins que la France a des relations avec l'Afrique, des relations commerciales, industrielles, des relations migratoires. Il y a quand même
beaucoup de Français, des citoyens français, qui ont une partie de leurs origines en Afrique ou au Maghreb, ça vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Et je pense que c'est une richesse au 3e millénaire. Vous savez, il y a des gens qui me disent, parce que je veux défendre la langue française, il y a des gens qui disent « Ah, mais de toute façon, la langue française, c'est terminé ». C'est faux. La langue française, actuellement, est l'une des langues en plus forte croissance au monde. La langue française est la 7e langue la plus parlée du monde. Elle sera, selon les statistiques de l'Organisation internationale de la francophonie, mais il y a eu un article il y a un mois dans le Daily Mail, un journal britannique qui s'en inquiétait d'ailleurs, la langue française pourrait devenir la 3e ou la 2e langue la plus parlée au monde à horizon de 2050-2070. Et pourquoi ? Parce que c'est une langue qui, en 2050, sera 90% une langue africaine. Et pourquoi ? Parce que les pays d'Afrique francophone sont parmi les pays du monde ceux qui ont encore la plus forte natalité. Oui. Et parce que vous avez beaucoup de jeunes, parce que ce sont des pays qui se développent maintenant, ils ont beaucoup de jeunes qui ont accès à la modernité en allant sur Internet. Or, sur Google, sur Gmail, sur eBay, sur Facebook, la langue française, elle est 2e, 3e ou 4e langue mondiale désormais. Donc, nous disons que nous sommes en faveur de ce qui existait d'ailleurs, et puis c'est tombé en désuétude dans la Constitution de 1958. En 1958, il avait été prévu dans notre Constitution un titre 13 qui s'appelait « De la communauté », où il y avait prévu un Sénat de la communauté, où il y aurait des représentants de toute la communauté des pays francophones. Et puis, c'est tombé en désuétude à partir de 1960, Sékou Touré en Guinée a refusé là-dessus, puis après on est entré dans les années 60, où on a considéré que c'était du néocolonialisme, que c'était pas bien, etc. Donc le truc est tombé en désuétude. Mais savez-vous que cette communauté, avec les pays francophones, était restée dans notre Constitution, à titre dormant, si j'ose dire? Eh bien, c'est Nicolas Sarkozy, en 2008, qui a fait faire une réforme de la Constitution dans votre dos et dans le mien, c'est-à-dire sans demander aux citoyens français ce qu'ils en pensaient. Il a fait faire une réforme de cette Constitution, et on a chassé tout ça. Et en revanche, on a intégré l'idée que la France faisait partie de la communauté européenne. Nous, ce que nous disons, si vous y réfléchissez bien, est-ce que vous ne croyez pas que ça serait une bonne idée qu'au XXIe siècle, on rétablisse quelque chose comme ça, avec par exemple un Parlement de la francophonie, où les États étant sur un pied d'égalité cette fois-ci, où il n'y a plus de néocolonialisme, mais on partage quand même une histoire en commun, des gens qui ont des liens familiaux en commun. Il me semble qu'il y a quand même beaucoup de pays d'Afrique qui, tout bien pesé, finalement, des peuples d'Afrique se sentent tout bien pesé, plus proches en définitive des Français que des Américains ou des Chinois. Est-ce que vous ne croyez pas que ça serait une bonne idée que d'avoir une instance comme ça de concertation et que le siège permanent de Conseil de sécurité des Nations Unies que la France détient devienne un siège pour l'ensemble des pays de la francophonie où, en tant que de besoin, si on parvenait à des accords, on puisse faire peser une autre vision du monde que celle du monde anglo-saxon, par exemple sur le Moyen-Orient, sur Israël et la Palestine, sur la réforme du système financier international. Est-ce qu'on pourrait mettre ce siège à Abidjan ? Et pourquoi pas ? D'accord, ok. Combien d'émigrés vous êtes prêts à recevoir dans 65 millions de Français? Combien d'émigrés la France devrait pouvoir recevoir? Alors, nous, notre mouvement politique, ça me fait penser que je ne l'ai pas bien dit peut-être tout à l'heure, vous m'en avez peut-être pas laissé l'occasion. Notre mouvement politique a diagnostiqué que la chose qui est actuellement la plus grave, c'est que la France est en train d'être détruite. Son unité nationale, son niveau de vie, son agriculture, son industrie, son rayonnement international, sa diplomatie. On est devenu désormais les supplétifs de l'armée américaine. La France est devenue hideuse aux yeux de beaucoup de peuples du monde. Ce que nous disons donc, c'est qu'il faut... Nous sommes dans une période de notre histoire qu'on a déjà connue, qui est une période où les Français ne dirigent plus leur propre pays. On l'a connue pendant la guerre de 100 ans. On l'a connue en 1940. Dans ces moments de l'histoire, il faut que les Français se rassemblent à titre provisoire, en mettant de côté la droite, la gauche, le centre, parce que ce qui nous rapproche est plus important que ce qui nous divise, et que l'on récupère notre souveraineté, notre indépendance nationale. Qu'ensuite on rétablisse un pays souverain, qu'on redémocratise les institutions. Nous sommes favorables, par exemple, nous avons inscrit dans notre programme le principe du référendum d'initiative populaire,
Et puis qu'une fois qu'on aura rétabli la Maison France comme une vraie démocratie, à ce moment-là, on s'effacera et on rendra le pouvoir au peuple qui décidera de prendre d'un gouvernement de droite ou d'un gouvernement de gauche. Parce que si vous voulez rassembler les Français, vous ne pouvez pas rassembler les Français si, en matière migratoire, en matière fiscale, en matière de mœurs, en matière je ne sais pas quoi, vous préemptez des solutions. C'est la raison pour laquelle il y a toute une série de sujets sur lesquels notre mouvement politique, délibérément, ne prend pas de position. Je vais parler le mariage pour tous. À l'UPR, chez nous, il y en a qui sont pour et d'autres qui sont contre. Nous disons c'est un sujet, en termes religieux, en termes anthropologiques et sociaux, c'est un sujet sérieux. Mais on dit que c'est quand même un sujet de second ordre par rapport à la souveraineté et l'indépendance du pays. C'est pareil pour l'immigration. Il y a chez nous des gens qui voudraient fermer l'accès à toute immigration. Il y en a chez nous, au contraire, qui sont favorables à plus d'immigration encore. Ce que nous disons sur les questions d'immigration, on dit que de toute façon, ça ne sert à rien de s'écharper là-dessus, puisque toutes les politiques migratoires ont été dérobées au peuple français par le traité d'Amsterdam. C'est désormais les articles 67, 77, 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pour les matières, dans de très nombreux domaines, on dit ceci, c'est-à-dire que ça nous permet en effet de rassembler à nous des gens sur l'essentiel. C'est exactement ce qu'avait été le Conseil national de la résistance en 1943-1944. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre programme ne se limite pas seulement à la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, mais c'est pratiquement un copier-coller de certains passages du programme du CNR de 1944. Notamment, nous voulons rétablir des services publics à la française, parce que les Français sont très soucieux d'assurer l'égalité. Vous savez, le peuple français est un peuple égalitariste. Il faut assurer l'égalité entre les Français, il faut assurer des forts services publics, il faut assurer la sécurité sociale. Ce sont des choses auxquelles les Français sont extrêmement attentifs. Et tout ça, on l'a mis dans notre programme. Si vous permettez, je ne suis pas trop d'accord avec votre analyse sur le CNR. Donc, vous pensez que l'idée, c'était juste on se rassemble, et puis après, on verra bien, on rendra la souveraineté au peuple, et le peuple décidera. Le CNR, c'était pas ça qui s'est passé, en fait. D'après moi, ce que j'ai appris, c'était qu'il y a eu tous ces résistants il y avait des mouvements politiques qui étaient déjà présents au milieu de ces résistants, et donc qui étaient représentés au CNR. Et quand le général de Gaulle a envoyé M. Moulin, donc sur place pour coordonner l'effort de résistance, une des premières choses qui ont été faites, c'était justement de préparer ce qui allait se passer après. Et il y a eu tout un certain nombre de concessions législatives qui ont été des accords qui ont prévu quelle serait la France de demain. Il y avait déjà des bases et presque un programme politique qui avait déjà été mis en place. Or, vous, ce que vous faites, c'est de dire on botte en touche. Pas du tout. Si, c'est ce que vous dites. Non. Démocratie, l'initiative populaire. Écoutez, la France est une démocratie représentative. Les gens élisent des élus qui les représentent et qui prennent des décisions à leur place. Ils sont élus pour ça. Donc, vous devriez aujourd'hui avoir une philosophie sur l'immigration. Parce que c'est un problème majeur en France aujourd'hui. C'est un problème économique, c'est un problème de société et c'est un problème sociétal. Non, parce que... Alors d'abord, excusez-moi de vous contredire, mais vous n'avez pas bien lu notre programme, puisque notre programme, j'insiste, reprend chapitre par chapitre les programmes du CNR. Nous avons un programme en matière d'éducation. Qui date de 72 ans, enfin 70 ans. Oui, je sais, c'est ce qu'on... Oui, oui, c'est vrai, je sais, on m'a déjà fait cette objection. Mais moi, vous savez ce que je réponds? Je réponds que le programme des États-Unis d'Europe a été lancé par Victor Hugo en 1849 au Congrès de la Paix. C'est donc un programme qui a plus de 180 ans. Bon. Donc, si vous voulez qu'on se batte là-dessus, on peut sous forme de boutade. Voilà. Donc, s'agissant de ce que vous dites, non, nous avons sur de très nombreux domaines, nous avons toute une liste d'entreprises que nous voulons nationaliser, renationaliser ou interdire de privatiser. Nous avons des choses extrêmement précises en matière d'éducation, en matière de retraite, en matière de réforme des institutions, dans toute une série de sujets. Il y a des sujets, c'est vrai, sur lesquels nous estimons que ce sont des sujets qui divisent les Français inutilement. Pourquoi faudrait-il avoir une position sur les questions migratoires, puisque de toute façon, tant qu'on est dans l'Union européenne, la politique nous est fixée par les traités européens. Rappelez-vous, M. Sarkozy avait un jour voulu faire une expulsion massive de Roms. Vous vous rappelez, c'était il y a peut-être 5-6 ans.
eh bien, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est une autre question. Mais il y avait aussitôt Madame Viviane Reding, commissaire européenne chargée de la justice, qui avait dit on va déférer la France devant la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, nous, ce que nous disons, c'est que, avant toute chose, on va d'abord récupérer notre pouvoir. Et c'est un piège mortel que vous me proposez. Si on commençait à dire nous, on est contre toute immigration, aussitôt, on aura tous les gens, une grande partie de gens du centre ou de gauche qui s'en iront. Si on dit on est tout à fait favorable à l'immigration, on aura tout un pan de gens de droite ou d'extrême droite qui s'en iront. Vous êtes un parti opportuniste. Non, pas du tout. Vous menez votre politique en fonction de ceux-là vont partir, ceux-là vont partir. Comme il faut que personne ne parte, on ne prend pas position. On est tous sauf un parti opportuniste. Un parti opportuniste serait un parti qui changerait d'avis tout le temps. Au contraire, nous disons toujours la même chose depuis la création de ce mouvement il y a 9 ans. Nous sommes le seul mouvement politique français qui se présente aux élections. On s'est présenté aux élections régionales, on ne s'est pas présenté en Martinique, mais on s'est présenté aux dernières élections régionales le 6 décembre dernier dans toute la France métropolitaine, plus à l'île de la Réunion, et nous avons fait quasiment 1% des suffrages. Vous savez, c'est beaucoup. Quand vous avez très peu de Français encore qui nous connaissent, nous nous développons uniquement grâce à Internet, aux bouches à oreille et à un certain nombre de radios web ou de télévisions web. Donc c'est beaucoup, il y a peut-être 1 ou 2% des Français qui nous connaissent, on a fait quasiment 1% des voix. Ça veut dire que beaucoup de gens qui nous découvrent se disent qu'effectivement, après réflexion, nous on ne souhaite pas que les gens ils adhèrent comme ça, on souhaite que les gens ils aillent se documenter. Vous êtes plus proche de Sarkozy ou de Marine Le Pen? Mais ni l'un ni l'autre. Sarkozy est, à mon avis, quelqu'un qui a géré la France pour le compte d'autrui. Rappelez-vous qu'il a quand même vendu 20% du stock d'or de la France au plus bas. À mon avis, ça n'a pas été perdu pour tout le monde. Rappelez-vous qu'il a fait rentrer la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN. Hollande poursuit d'ailleurs l'œuvre de destruction. Sarkozy, c'est quand même quelqu'un qui a complètement aligné la France sur l'ensemble de l'oligarchie financière industrielle. Donc j'ai aucun lien avec Sarkozy. Maintenant, Madame Le Pen, dans ce que dit Madame Le Pen, il y a des choses qui sont exactes, comme d'ailleurs dans ce que dit Sarkozy. Tout ce que dit Sarkozy ou Hollande n'est pas toujours faux. Mais dans ce que dit Madame Le Pen, il y a des choses qui sont exactes. En revanche, le problème du Front National, c'est que, j'insiste, c'est un parti raciste, même si actuellement il cache ça sous la table, parce que le père Le Pen a été évacué du débat, il n'en demeure pas moins que, allez voir par exemple la page Facebook du Front National, allez voir ce que les gens y écrivent. Et puis après, allez sur notre page Facebook, vous verrez la différence. Chez nous, ce sont des gens qui s'expriment de très haute tenue. Ce sont des gens qui sont... D'ailleurs, on a des gens venus de tous les horizons. Et c'est une de mes grandes fiertés, d'ailleurs, c'est que parmi nos adhérents, il y a beaucoup de Français, de jeunes Français, et beaucoup de jeunes Français issus de ce qu'on appelle la diversité, issus de l'immigration, beaucoup de jeunes d'origine maghrébine, d'origine africaine, et ce qui est même encore plus rare, d'origine asiatique, parce que beaucoup de jeunes d'origine asiatique ne font jamais de politique. Donc on attire vraiment des gens de tous les horizons, et ça n'est pas parce qu'on est opportuniste, c'est parce que l'on dresse une hiérarchie de priorités. Nous estimons qu'il faut qu'on se rallie pour d'abord et avant tout faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et vous savez, c'est pas de la gnognotte comme programme, de sortir de ces trois... Vous vous méfiez des puissances financières, c'est ça? Comment? Vous vous méfiez des puissances d'argent, de la puissance de la finance. Évidemment. C'est bizarre, parce que votre parcours, vous avez fait HEC, vous êtes inspecteur des finances. Oui. Pourquoi est-ce que vous vous méfiez de la finance, alors que, bon, HEC, c'est... Peut-être justement parce qu'il la connaît. Justement, c'est ce que je veux qu'ils me disent. Vous la connaissez? C'est comme oui, c'est pas parce que vous traitez une activité, c'est pas parce que vous vous occupez de finances, des questions budgétaires, de la bonne gestion, que vous êtes forcément pieds et poings liés à des forces qui... Vous savez, moi je suis un grand républicain. Pourquoi je suis un grand républicain? Parce que je suis pas né dans la cuisse de Jupiter. Hein. Mes arrière-grands-parents, c'était des pauvres paysans sans terre. Voilà. Et puis mes grands-parents sont montés à Paris au début, ils venaient des 4 coins de France. À Paris au début du XXe siècle, j'étais employé et puis mon père a été le premier de ma famille à avoir le bac et ensuite à passer les concours des grandes écoles, à avoir l'école centrale de Paris. Donc moi j'ai été élevé dans ma famille avec une grande confiance dans la République et dans l'ascenseur républicain. Donc moi je suis quelqu'un de très républicain. C'est ça qui... Et quand je vois ce que je vois, c'est-à-dire effectivement, je vais pas citer de nom,
Mais quand on voit énormément de responsables politiques qui sont mis en examen, qui sont parfois condamnés définitivement pour abus de biens sociaux, et qui osent se présenter à l'élection présidentielle, c'est absolument honteux. Dans notre programme, par exemple, il y a le principe que tout élu du peuple qui aurait été condamné définitivement, c'est-à-dire après avoir épuisé toutes les voies de recours, la Cour d'appel, la Cour de cassation, éventuellement même la Cour européenne des droits de l'homme, une fois que un élu aurait été condamné définitivement pour corruption ou pour abus de biens sociaux ou détournement de fonds, il soit inéligible à vie. Après tout, il y a beaucoup de gens en France qui n'ont jamais de mandat électif. Donc, si vous voulez, moi, je sais que ça peut vous paraître ahurissant, mais il y a quand même des Français, dont je fais partie, qui sont des gens honnêtes. Hein. Tout le monde n'est pas corrompu. Les 40% des fonctionnaires ici en Martinique, ça ne vous pose pas de problème. La surprime de 40%. Ou la surrémunération. Honnêtement, je ne vais pas forcément me faire des amis, mais honnêtement, je trouve que c'est un mécanisme qui devrait, à mon avis, s'éteindre. Voilà. Donc, contre les 40%. Je pense que c'est un mécanisme, parce que vous me trouverez toujours d'accord avec vous si vous me dites que tout le monde doit être traité de la même façon. Parce que c'est notre génie national. Voilà. Moi, je trouve que c'est très bien que les gens soient traités de la même façon. Donc, si vous êtes élu, vous militerez pour que ces 40% soient supprimés. Peut-être, mais c'est... Honnêtement, je ferai d'abord d'autres choses. Honnêtement, la première chose que je ferai, j'ai d'ailleurs expliqué tout ça dans une vidéo qui s'appelle « Le jour d'après », c'est-à-dire que la première chose que je ferai, c'est que j'annoncerai à mes partenaires de l'Union européenne que la France a décidé d'en sortir. Non, mais ce qui nous intéresse là, c'est la Martinique. Qu'est-ce que vous feriez en Martinique? Nous avons une économie très subventionnée. Oui. La banane, en fait. Bon. Est-ce que vous continueriez à subventionner cette économie comme elle l'est aujourd'hui? Alors, permettez-moi de vous dire que quelque chose qui m'a frappé quand je suis arrivé en Martinique, c'est le nombre de drapeaux européens que je vois absolument partout. C'est fascinant. Partout, sur le moindre, je sais pas, on visite une distillerie de rhum, il y en a sur le... Est-ce que ça vous choque? Oui, ça me choque. Pourquoi? Parce qu'en fait... Vous savez pourquoi il y a les drapeaux là quand même? Oui, je sais. Ça me choque parce qu'on fait croire aux Martiniquais que l'Union européenne leur donne de l'argent. Et c'est pas vrai? Non. D'accord. Plus exactement, c'est vrai en apparence. Oui, il y a des fonds européens. Il y a le Fonds social européen, le Fonds européen d'orientation agricole, le FEDER, tout ça, c'est vrai. Mais ce qu'il faut absolument que les Martiniquais comprennent, et pas seulement les Martiniquais, je dis la même chose à des agriculteurs qui sifflent, qui ont insulté le Premier ministre ou le Président de la République au Salon de l'Agriculture la semaine dernière. J'étais pas parmi les manifestants, mais moi je suis passé aussi au Salon de l'Agriculture. Ce que j'explique à tout le monde, c'est qu'en fait, d'où vient l'argent de l'Union européenne? Vous savez que l'Union européenne, c'est comme une espèce de pompe de cœur qui aspire du sang et qui le reflue partout. En fait, il y a 28 États maintenant dans l'Union européenne. Les 28 États donnent de l'argent à l'Union européenne par l'intermédiaire, une partie de la TVA, des ressources propres, c'est de la fiscalité qui est versée. Ensuite, la Commission redonne de l'argent à chacun des 28 États. Après en avoir déjà pris pour elle-même, les frais de fonctionnement de l'Union européenne sont énormes. Que ce soit la Commission, 68 gratte-ciel à Bruxelles, des milliers de fonctionnaires, des fonctionnaires d'ailleurs qui, au bout de 15 ans, liquident leur pension de retraite sans jamais avoir cotisé au bout de 15 ans. Nous, maintenant, c'est 41 ans. Bruxelles exige, il faut que ce soit à 41 ans, mais eux ne s'appliquent pas ces bonnes recettes. Ils sont pas en permanence en disant il faut privatiser, hein. Eux, ils ne vivent que d'argent public. C'est fascinant, enfin, bon. Donc, vous avez le financement de la Commission, le financement de la Cour de justice, le financement des 2 parlements européens, et puis également le financement donc de l'aide à un certain nombre de pays en voie de développement. En France, la France, chaque année, donne, bon an mal an, 23 milliards d'euros à l'Europe, à l'Union européenne, et chaque année, la France reçoit en gros 14 milliards d'euros, FEDER, FEOGA, FSE, et ci et ça. Ça veut dire, c'est très important ce que je vous dis, ça veut dire que chaque année, le simple fait que l'on soit membre de l'Union européenne, ça nous coûte plus de 9 milliards d'euros. Alors c'est pour ça que je trouve en effet scandaleux, effectivement, ce qui se présente. Parce que
Il y a beaucoup de gens qui croient, par exemple, des Martiniquais. Moi, je serais Martiniquais, je verrais ça, je n'aurais pas le dessous des cadres, je me dirais, mais finalement, à quoi ça sert d'être français? Puisque finalement, heureusement que l'Europe est là pour me donner de l'argent. Mais c'est l'argent que les Français ont versé. D'ailleurs, les Français, toute la collectivité nationale. Justement. Nous, est-ce que vous estimez que nous sommes un pays productif, ou bien est-ce que nous vivons de la solidarité française ou européenne? Comment c'est dans votre tête? Pour moi, il n'y a pas de solidarité européenne. Lorsque la France sera sortie de l'Union européenne, non seulement on pourra maintenir les mêmes subventions partout, mais aussi on aura 9 milliards d'euros, vous l'avez compris, en plus, soit pour désendetter la France, soit pour faire des programmes, par exemple, de logement social. Ça, c'est la première réponse. Économique martiniquais. La deuxième réponse, c'est que tout le monde sait que l'outre-mer français, dans son environnement régional, le niveau de vie est quand même très supérieur à l'environnement régional. C'est vrai aux Antilles, c'est vrai à l'île de la Réunion. Bon. Qu'est-ce qui va se passer? Le risque qui se passe. On le voit à l'île de la Réunion, par exemple. À l'île de la Réunion, sous pression européenne, eh bien, désormais, il faudrait importer du sucre de l'île Maurice ou de Madagascar. Mais quand vous êtes à l'île de la Réunion, à Maurice, les gens gagnent 10 fois moins. À Madagascar, c'est 50 fois moins. Et au Mozambique. Ça veut dire que si on ouvre les vannes, si on ne protège pas la Réunion, et c'est pareil pour la Martinique, il va se passer quoi? Il va se passer qu'on va détruire toute l'industrie sucrière de l'île de la Réunion. Et puis tout à l'avenant, l'industrie de l'ylang-ylang a disparu à Mayotte, l'industrie de la vanille est en train de disparaître, l'industrie du vétiver aussi. Il va rester quoi? Il va rester des chômeurs. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il faut quand même avoir... Ou alors on convient que les Martiniquais, il faut qu'ils acceptent de voir leur niveau de vie divisé par 10. Il faut qu'il y ait une solidarité, qu'il y ait une protection. Il faut aussi développer, je pense, il faut faire pas peut-être de plus de dynamisme sur place, ou avoir peut-être plus d'inventivité. Il faut certainement améliorer le tourisme. On me dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais que la qualité du service dans le tourisme est peut-être supérieure dans les autres îles, j'en sais rien. Il y a certainement encore des efforts à faire dans ce domaine. Il y a d'ailleurs des choses qui ont été faites. Il faudrait, à mon avis, avoir une véritable réflexion. Il y a des choses qui ont été faites. Il ne faut pas dire non plus que rien n'a été fait. Mais c'est vrai que, à moins que vous ayez la recette miracle, nous avons des îles qui, avec un fort taux de chômage néanmoins, ont un niveau de vie qui est très supérieur à ceux de l'environnement régional immédiat. Donc il faut garder ça. C'est très intéressant parce que finalement, vous parlez du niveau de vie de ceux qui vivent en France, mais nous, vous comparez le nôtre à ceux qui sont juste à côté, quoi, à nos voisins caribéens. C'est-à-dire que... Oui, je compare parce que justement, c'est pour ça que vous me dites est-ce qu'il faut protéger? Oui, il faut protéger parce que si on lève les frontières, vous me demandez est-ce qu'il faut une aide? Je dis oui, à moins que vous me disiez que les habitants de la Martinique veulent voir leur niveau de vie s'effondrer. Parce que, je vous l'ai dit, écoutez, il suffit de voir, oui, l'environnement régional c'est important puisque c'est justement de l'environnement régional que risquent de venir les productions agricoles, les services, le tourisme, etc. Vous êtes un haut fonctionnaire? Oui. Vous êtes donc fonctionnaire? Oui. Vous avez toujours été un fonctionnaire? Oui. D'accord. Est-ce que la fonction publique est aussi efficace que le privé? Il est de bon ton aujourd'hui de taper sur la fonction publique. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein, mais justement, moi je ne suis pas d'accord avec cela. Moi je connais beaucoup de hauts fonctionnaires qui travaillent énormément, avec énormément de scrupules. Je rappelle aussi que depuis maintenant plusieurs années, on ne remplace plus qu'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Je signale qu'on est en train de démanteler de désorganiser un certain nombre de services de l'État. Je signale que vous avez de nombreux ministères, y compris aux finances. Traditionnellement, le ministère où je travaille est un ministère qui était plus riche. Même aux finances, maintenant, ça commence à être un peu la dèche. Regardez le ministère de la Défense. Le budget n'est plus raisonnable, le budget de la défense française. Regardez le ministère de l'Intérieur. Vous avez beaucoup de préfectures qui n'arrivent plus à assurer tous les services régaliens. Donc je trouve que de ce point de vue-là, trop a été fait. Il faut maintenir maintenant un socle minimum pour la fonction publique d'État. Maintenant, il y a aussi le phénomène de la décentralisation. Hein,
le coût qu'a coûté la décentralisation à partir de 1982, personne n'ose faire le bilan parce que ça serait politiquement incorrect, mais ça a été un coût extrêmement élevé. À cause de quoi? À cause du fait que tout simplement vous avez, je parle pas forcément ici en Martinique d'ailleurs, puisque vous avez au contraire fusionné les trucs, mais vous avez dans tous les conseils généraux, il y a eu pléthore de voitures de fonction, de membres de cabinet, de nouveaux hôtels départementaux, de nouveaux hôtels régionaux, et ci et ça. Plus, il est vrai que l'État s'est défaussé sur les régions et sur les départements d'un certain nombre de leurs responsabilités. Mais il y a eu aussi les transferts financiers qui sont allés avec, ne l'oublions pas. Actuellement d'ailleurs, je ne veux pas trahir des secrets d'État, mais vous savez que la France a pris des engagements de réduction de son déficit budgétaire qu'elle n'arrive d'ailleurs pas à tenir, parce que par ailleurs, ces engagements sont débiles. Il y a une pensée économique actuelle qui est folle, qui a oublié tous les enseignements de ce qu'on appelle le keynésianisme, c'est-à-dire qu'en période de récession, si on coupe dans les dépenses publiques, en fait, on aggrave la récession et on fait diminuer encore plus rapidement les recettes de l'État. Ce qui fait qu'au total, on poursuit une chimère, on coupe dans les dépenses comme si ça allait réduire le déficit, mais plus on coupe dans les dépenses, plus on coupe dans les recettes. D'accord. Donc, en ce qui concerne les collectivités territoriales, régions, départements, communes, elles sont trop dépensières. Il faut donc réduire dans la dotation globale de fonctionnement que vous allez leur donner. Non, ça c'est encore autre chose. La dotation globale de fonctionnement a été réduite, d'ailleurs de façon drastique. Donc bon, il y a énormément de petites communes qui sont... Mais ça participe... Attendez, vous allez arrêter cette réduction absolument. Ou bien vous allez la continuer? Non. Nous arrêtons immédiatement la fin de la dotation globale de fonctionnement qui touche tout particulièrement les maires, c'est les communes, parce que nous sommes en faveur du maintien des petites communes à la française. Après tout, les Français, ils ont quand même bien le droit d'être gérés comme ils l'entendent. Vous venez de dire qu'il y a beaucoup de palais, mais pas dans les petites communes. Oui, mais en fait, c'est quand même, il y a une mairie, il y a une voiture, il y a des dépenses. Mais la France vous avez 36 000 communes. Et la France pouvait bien se... 36 000 communes, des communes de 300 habitants. Je ne dis pas qu'il faut de toucher à rien, mais actuellement, ça n'est pas la politique qui est actuellement suivie. Bien sûr que dans les communes où il n'y a plus que 30 ou 50 habitants, c'est de bonne loi de les fusionner. C'est vrai. Mais c'est plus de ça maintenant. Maintenant, c'est au forceps, c'est de force que l'on fusionne des communes qui parfois ont 2000, 3000 habitants. On les force à être dans des communautés de communes. Moi, personnellement, j'ai grandi dans le sud de la France. Je me rappelle, il y avait tout un débat sur faire fusionner Aix-en-Provence et Marseille, et puis même tout le Vaucluse, les communes du Vaucluse avec la grande métropole Aix-Marseille. Oui. Donc c'est bien plus que des milliers d'habitants. Oui, alors ça ne s'est pas fait, mais nous sommes en faveur du bon sens. Voilà. Faire des communes avec, par exemple, comme ça vient d'être fait, on sort la ville de Lyon, on fait des espèces de grandes métropoles, on le sort du département du Rhône. Nous disons c'est contraire à au moins 240 ans d'histoire, parce que 220 ans d'histoire, je répète que les départements, c'était la volonté d'égalité entre les Français. Et donc actuellement, on est en train de recréer l'inégalité des territoires, l'inégalité entre les Français. Nous voulons, effectivement, nous estimons, et quand je dis nous, je sais que la direction du budget ou le ministère des Finances réfléchit dans cette direction, c'est que, alors que l'État fait des efforts considérables en matière de dépenses publiques, il y a quand même beaucoup de régions, de conseils régionaux, de conseils généraux devenus des conseils départementaux qui n'ont pas du tout fait les mêmes efforts, avec parfois des dépenses somptuaires. Mais ceci, c'est autre chose, des petites communes auxquelles on est en train de couper les dotations globales de fonctionnement. C'est quand même extraordinaire. Comment ont été construits les départements en France? On partait d'une ville et on disait voilà, le truc du département, c'est qu'on puisse aller à cheval et retourner dans la journée. C'est exact. Bon, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est exact. Vous pouvez pas imaginer que ça puisse être différent aujourd'hui. On a des voitures qui vont à 300 à l'heure et c'est extraordinaire que vous soyez à ce point attaché à ce truc-là. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que de regarder ce qui se passe. C'est que vous rouliez à 300 à l'heure, c'est ça mais regardez ce qui se passe ailleurs. Regardez ce qui se passe ailleurs. Au Royaume-Uni, par exemple, qui n'est pas forcément un modèle, mais au Royaume-Uni, vous avez les mêmes districts, comtés, etc. C'est un truc bizarre. Ça n'a pas changé depuis le Moyen-Âge. Regardez, on est en Suisse. En Suisse, les États-Unis n'existaient pas au Moyen-Âge. En Suisse, les cantons, l'Angleterre existait au Moyen-Âge. En Suisse, les cantons ont à peu près la taille de la moitié d'un département, moitié plus petit, moitié moins peuplé. Il est hors de question le pays de fusionner. Bien plus petit aussi. Il est hors de question de fusionner les non mais
Il faudrait savoir, on nous explique. Mais si en Suisse on fusionne, ça veut dire que c'est le pays, quoi. Mais il faudrait savoir ce qu'on m'explique. On me laisse ils font la taille d'une région française. On me laisse entendre qu'il y aurait une espèce de fatalité de la modernité. À cause du progrès technique, il faudrait fusionner les départements. Mais cette fatalité devrait s'appliquer tout autant à ce moment-là à la Suisse ou au Royaume-Uni. Or, ça n'est pas le cas. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, à mon avis. C'est que un peuple a besoin quand même d'avoir des repères, des choses qui sont intangibles. On se moque toujours, par exemple, des traditions britanniques. Bon, mais ça a du bien aussi, les traditions. C'est-à-dire ça va faire plaisir à M. Dufour. Bon. Ça, il est tout à fait d'accord avec vous. Ça a du bien, les traditions, parce que dans un monde en fort mouvement et en forte évolution, il est sain que la modernité la plus d'actualité voisine avec des moments où on se positionne dans l'univers. Hein. J'ai cité un proverbe turc tout à l'heure, j'ai cité un proverbe africain que j'aime bien aussi, qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Les Français sont très attachés à leur département et à leur petite commune. Il y a des guerres de clochers amusantes, des picrocollines en France. Moi, je sais que j'ai une maison de campagne dans la Nièvre. Alors, le village où je suis, ça fait des siècles qu'ils ont des espèces de petits dictons locaux pour brocarder les habitants qui sont au village de 5 km. Bien sûr que c'est un petit peu un côté ridicule, mais enfin, la vie sur Terre, c'est quoi? C'est pas uniquement d'aller dans des centres commerciaux à 30 km pour aller bouffer un McDo sur l'ensemble de la planète. Parce que si on va dans cette direction, on va laisser à nos petits-enfants une planète qui sera l'enfer sur Terre. Hein, moi, je suis en faveur de la diversité des peuples, des langues et des nations. C'est ça qui est important. Que les gens gardent ça ne veut pas dire se refermer sur soi-même. Ça veut dire, au contraire, on sera d'autant plus ouvert sur le monde qu'on sera bien à l'aise dans notre peau. Hein, ça, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup. Ouverture sur le monde en étant à l'aise. Comme si un petit peu le peuple français avait dû faire un peu une espèce de, je sais pas, de cure de psychanalyse. Voilà. On laisse de côté, on laisse tomber, on regarde toute notre histoire, tous ensemble, en adultes. On fait le travail de deuil de la grandiosité. Contre les communautés de communes. Alors. Vous me faites toujours dire des choses que je n'ai pas dites. Je suis contre les regroupements forcés de communes. Si, comme vous l'avez dit justement, s'il y a des communes où il y a 50 habitants, c'est pas très raisonnable à ce moment-là, effectivement, d'entretenir ça. Là, si les gens sont d'accord, si les habitants des communes sont d'accord pour se regrouper, je suis d'accord, bien sûr. Mais là où ça ne suis pas d'accord... Mais s'ils ne sont pas d'accord, on les laisse à 50 habitants. Non, mais oui. Mais écoutez, moi j'emploie des communes... Avec votre raisonnement, il n'y aurait pas des grands boulevards à Paris, on aurait pendu Haussmann. Hein. Ben, c'est évident, quoi. Je veux dire, si vous êtes complètement figé... Non. Et pourquoi complètement figé? Pourquoi complètement Mais c'est vous qui dites ça. Vous dites qu'il ne faut pas changer. Non, alors mon père avait une chocolaterie sur 20 mètres carrés. Je dois garder parce que c'était mon père. Parce que la nostalgie... Vous caricaturez ce que je dis. Au contraire, je vous ai donné toute une série d'éléments. Par exemple, vous parlez de la démocratie représentative. Je vous ai dit que nous sommes en faveur du référendum d'initiative populaire. C'est un point extrêmement important. Un système de votation à la Suisse, c'est un bouleversement considérable qui n'a jamais existé dans notre histoire. Ne venez pas me dire que je suis pour que cette chose soit figée. Pas du tout. Lorsque je vous dis qu'il faut qu'on ait un regard nouveau, un regard au XXIe siècle, un regard sur notre histoire et un regard qui tende la main, que tous les pays francophones, sur un pied d'égalité, regardent et essaient de voir si dans un certain nombre de domaines en matière internationale, ils ne pourraient pas développer des liens et des positions communes. Parce que je suis désolé, il y a beaucoup plus de positions. Il y a une vision, à mon avis, sur des très grands problèmes internationaux. On a des visions beaucoup plus communes, par exemple, entre la France, la Tunisie, je ne sais pas, le Sénégal, parce qu'une langue, c'est une vision du monde que nous pouvons avoir avec l'Allemagne ou avec la Finlande. J'y reviens là-dessus. C'est des choses tout à fait nouvelles que je dis. Je dis aussi, et ça c'est le charme de nos amis britanniques, qui ont bien su trouver une espèce d'équilibre, je ne les prends pas pour modèle nécessairement, mais un équilibre entre la modernité et un certain respect des traditions. Et actuellement... La monarchie parlementaire. Oui, moi je suis pas en faveur de la monarchie, mais je sais que ça me fait... Mais parlementaire. Non, mais oui, mais écoutez, au XIXe siècle, la France a essayé 3 dynasties. Hein. Les Napoléons,
les légitimistes et puis les orléanistes. Les trois, ça s'est terminé en désastre. Bon, maintenant, la République, je sais que ça peut pas plaire à certains, mais la République, elle s'est bien installée dans les mœurs et dans l'esprit. Et ça correspond bien à notre esprit national, qui est un esprit, j'insiste, égalitariste. Honnêtement, les posants de la République en France fonctionnent un peu comme des monarques, franchement. C'était plus vrai du temps de Gaulle et un peu de Pompidou et de Giscard. Maintenant, c'est de moins en moins vrai. Ou plus exactement, ils en ont presque les attributs. Ils en ont pas vraiment les attributs. Maintenant, c'est un pouvoir fainéant, j'allais dire à ce moment-là. C'est un mérovingien parce que donc, ce qu'avait fait de Gaulle, c'était une constitution qui donnait, c'est vrai, beaucoup de pouvoir au président de la République. Mais il y avait un truc que de Gaulle avait fait et que les autres n'ont pas appliqué. C'est que il n'exerçait ce pouvoir important que autant qu'il savait qu'il était soutenu par une majorité des Français. Et lorsqu'il a eu le référendum de 69 où il n'y a eu que 47% des suffrages, il a considéré qu'il n'avait plus la légitimité pour exercer ce pouvoir. Ce que nous disons, c'est par exemple sur l'affaire des référendums. Nous disons que sur l'affaire des référendums, dans la proposition de réforme constitutionnelle, moi je propose qu'on crée le référendum d'initiative populaire, que l'on maintienne le référendum dans le pouvoir du président. Mais justement, est-ce que vous pourriez développer sur cette idée du référendum d'initiative populaire? Il nous reste 5 minutes. D'accord. Alors, référendum d'initiative populaire, ça veut dire que, par exemple, on fixe, mettons, à 800 000 ou 1 million le nombre de signatures déposées en mairie pour qu'on vérifie. Et s'il y a 1 million de signatures ou 800 000 signatures, c'est un peu l'équivalent, le prorata de ce qu'on a en Autriche ou en Suisse, et le référendum soit obligatoire. En Autriche, lorsque vous avez des pétitions, il n'y a pas de référendum obligatoire. On l'a vu, il y a une pétition qui demandait en Autriche un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Le référendum n'est pas obligatoire, il a été transféré à la Chambre des députés à Vienne qui a refusé le référendum. Donc nous, on ne dit pas ça. Nous, c'est un système beaucoup plus proche du système suisse. C'est-à-dire que s'il y a 800 000, 1 million de signatures validées en mairie, donc on vérifie que c'est bien un citoyen inscrit sur les listes électorales, s'il y a 800 000 ou 1 million de personnes qui demandent un référendum, le référendum est de plein droit, avec quand même vérification de la constitutionnalité du référendum au passage par le Conseil constitutionnel, que d'ailleurs nous transformons en un tribunal constitutionnel sur le modèle allemand, de telle sorte que ce n'est plus le président de la République, ce n'est plus le président du Sénat, ce n'est plus le président de l'Assemblée nationale qui nomme les membres du Conseil constitutionnel, parce que ça, pour le coup, c'est un vrai scandale démocratique. Et ça, c'est très mal, et ça, c'est pour le coup, voilà un truc que je critique de la Ve République. Nous estimons qu'on doit nommer des vrais magistrats, sur le modèle allemand, qui soient des gens ayant 10 ans, 15 ans d'ancienneté dans la magistrature, et qui soient élus par les chambres, par le Parlement, et qui aient un mandat de 12 ans, non renouvelable, qui leur assure une indépendance totale pour faire respecter le droit et la Constitution. S'agissant du référendum du président de la République, que l'on maintient comme pouvoir propre du président, on fait une innovation qui consiste à inscrire dans la Constitution la pratique gaulienne, mais la pratique gaulienne, ce n'était qu'une pratique, c'était pas inscrit. C'est-à-dire que nous estimons qu'il devrait y avoir 2 types de référendums. Un référendum où le président de la République pose une question, mais ne prend pas parti. De telle sorte qu'il dit, voilà, je sais pas, que ce soit sur, par exemple, l'énergie nucléaire, l'euthanasie, le sortir de Schengen. Le président de la République pose une question, il n'est jamais que le mandataire des Français, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Et il ne prend pas parti. S'il ne prend pas parti, s'il annonce qu'il ne prendra pas parti, à ce moment-là, il applique le résultat du référendum, quel qu'il soit, et sa légitimité n'est pas en cause. Et puis, il y a un deuxième type de référendum, c'est un référendum où le président de la République mettrait en jeu sa légitimité, où il dit « je fais ce référendum, je vous demande de voter oui, et je mets ma légitimité en jeu ». Et à ce moment-là, si les Français disent non, il est constitutionnellement contraint à la démission. De telle sorte que nous, ce qu'on ne veut plus, c'est ce qui s'est passé par exemple en 2005, où le jeune président Chirac avait fait un référendum sur la Constitution européenne, il avait appelé les Français à voter oui. C'est un sujet majeur, c'est un sujet de premier plan. Les Français votent non, et puis il fait coucou, je reste là. Non, ça va pas. Ça va pas parce que il n'a plus la légitimité pour exercer cette fonction qui effectivement avait prévu de donner beaucoup de pouvoir, mais il faut que la personne qui exerce cette fonction ait une morale
une éthique personnelle, à mon avis, que ce soit un véritable homme d'État. Si on a quelqu'un qui n'est pas un homme d'État, mais qui prend sa mobilette à 15 heures pour aller voir sa maîtresse en quittant l'Élysée, ça va plus. Si vous voulez. Ça, on n'a plus ça. C'était pas une mobilette, hein. C'était une vraie moto. C'est une Vespa. C'est une Vespa. C'est un scooter, en fait. Un scooter. Vous avez 2 minutes pour regarder la Martinique au fond des yeux et conclure cette émission, si vous voulez. Je voudrais m'adresser à mes compatriotes martiniquais, d'abord pour leur dire que c'est la première fois que je viens en Martinique. Je vais dire quelque chose que je ne devrais pas dire, c'est que je suis déjà allé en Guadeloupe, mais je ne connaissais pas la Martinique. C'est un pays magnifique, une île superbe. Je le savais déjà, mais maintenant j'en ai la confirmation. En fait, je rêvais d'y aller depuis que j'étais étudiant. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai créé un mouvement politique où je ne me moque pas des gens et où je ne fais pas dans le superficiel. Je pense que les gens ont besoin de respect, surtout en ce début de 3e millénaire. Maintenant, les gens sont, en tout cas, ils peuvent se documenter, se renseigner sur Internet. Moi, je ne suis pas venu ici passer 24 heures en disant « je sais tout ». Moi, je suis venu ici, je passe une semaine entière, je fais des conférences. Après, je vais en Guadeloupe, je passe également une semaine entière. J'étais allé à l'île de la Réunion en octobre dernier, et à Mayotte, j'y avais passé également 15 jours. Parce que c'est important. Parce que c'est important que vous compreniez, en tout cas, moi je parle du fond du cœur, que vous êtes des Français comme tout le monde. Vous faites partie de la collectivité nationale. Et moi, je vous propose de se rassembler avec nous pour rendre à la France ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire le pays des hommes libres. Nous devons sortir collectivement de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN pour refaire de la France une France libre, souveraine et indépendante. Une dernière question, si vous permettez, M. Asselineau, François Asselineau. Quels sont les hommes, les chefs d'entreprise que vous avez rencontrés en Martinique? Alors, je n'en ai pas encore rencontré, mais je rencontre demain à 10h avec... On vous dira ça tout à l'heure. La chambre... c'est le... M. Baudouin, la chambre de commerce et de l'industrie. Oui, je crois que c'est Jean-Jacques Seymour qui m'a trouvé ce rendez-vous. Donc c'est un rendez-vous demain à 10h du matin avec un certain nombre d'industriels qui vont, je pense, notamment me poser des questions sur l'euro. Parce que nous avons des analyses, on n'en a pas parlé, mais des analyses sur l'euro qui sont vraiment... très pertinente et très approfondie. Je suis pas tout seul. Hein. Il y a à l'UPR, par exemple, nous avons Vincent Brousseau, qui est docteur en économie, docteur en mathématiques et diplômé d'école normale supérieure. Il a passé 15 ans à la BCE. Il est parti à Francfort. Il était très partisan de l'Europe. Hein. Il était même partisan de la fusion entre la France et l'Allemagne. Bon, il était jeune. Il avait 28 ans. Bon. Et puis au bout de 15 ans, il a claqué la porte pour adhérer à l'UPR, alors qu'il a travaillé pendant les 5 dernières années dans le sein des seins de la BCE, qui est le service de la politique monétaire. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Nous avons eu le plaisir, chers amis, de KMT Télévision, de LCL, de FM+, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com, notre site internet, ou sur Télé Antilles en France. Nous avons eu le plaisir de converser devant vous avec François Asselineau, qui est président du parti qui s'appelle l'Union Populaire Républicaine. Il y a républicain dans votre nom quand même, l'Union Populaire Républicaine. Il y a Union. Oui, et il y a Populaire. Il y a Populaire. Là, Chaque lettre compte. Vous avez ratissé très large dans le nom, on ne peut pas faire plus large. Il vaut mieux s'appeler Union oui. que s'appeler Front. D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Passez un bon séjour chez nous. Et puis quand on vous rencontrera la prochaine fois, on vous demandera de choisir entre la Martinique et la Guadeloupe. Pour vous gêner comme il faut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.